Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire une présentation de ce Dacia Jogger hybride, donc version que j'attendais depuis un bon moment. C'est la première fois que j'essaye le Jogger et je voulais vraiment l'essayer la première fois dans cette version hybride que je trouve très intéressante et en plus c'est quand même une grosse nouveauté pour la marque Dacia puisque c'est la première fois que Dacia propose une motorisation hybride. C'est une motorisation qui est déjà connue dans le groupe Renault, comme souvent chez Dacia, on récupère ce qui est éprouvé chez Renault, mais c'est quand même une petite nouveauté pour la marque roumaine. Le Jogger, c'est une carrosserie que je trouve assez intéressante puisqu'on est sur un break, une sorte de break surélevé, donc on est sur la plateforme de la Sandero qui est reconnaissable sur toute la partie avant du véhicule, et à partir du pied B, du pied milieu, on a la partie spécifique. On voit d'ailleurs le décocher sur cette partie ici, où ils ont voulu conserver les portières de la Sandero et ils ont créé des nouvelles portières pour le Jogger, avec une garde de toit qui est plus élevée, on le voit, et donc on a des grandes portières à l'arrière, un empattement qui est rallongé, tout ça pour arriver sur un véhicule qui fait à peu près 4,60 m, ce qui correspond à la longueur d'un grand scénic. Jogger, grande réussite de Dacia, il se vend absolument comme des petits pains. À l'usine, ils ont un peu du mal à suivre la cadence, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la marque, qui est encore c'est un sacré success story pour le groupe Renault après le Duster, la Sandero. Ce véhicule-là en fait a donc remplacé 3 véhicules dans la marque Dacia, l'ancien break Sandero, le Docker et le Logic qui était un monospace. Cette place au design vraiment pas très cool. Le Jogger ici dans sa livrée édition limitée extrême, en fait c'est la même série limitée lors du lancement. Il y a quand même un gros changement dans la gamme Dacia, c'est qu'à partir Dacia a maintenant présenté que l'extrême serait plus une édition limitée réservée au Jogger, mais serait une finition transversale sur l'ensemble de la gamme, donc aussi bien sur Sandero, la Spring, le Duster. Et ça sera la finition haut de gamme. Donc là on est encore sur la série limitée, la finition extrême qui démarre à peu près maintenant a des éléments de design un peu différents, avec notamment des éléments de plutôt ton cuivre, petit changement comme ça. Qu'importe, donc là on est quand même sur le haut de gamme. Je vais vous faire un petit tour des choses que j'ai bien aimées, pas vous faire un tour super approfondi parce que le Jogger il a été énormément essayé. À juste titre parce que je pense que c'est un bon produit et par rapport aussi à son succès. Alors l'intérêt principal du Jogger, c'est évidemment son coffre absolument énorme. Alors ici j'ai déjà retiré un siège pour comme ça va faciliter la démonstration. Évidemment en 5 places. Ou si vous avez la version 7 places et que vous retirez les 2 sièges à l'arrière, vous avez un volume de coffre qui est absolument énorme et très appréciable et agréable à utiliser au quotidien. Personnellement, j'ai un grand Scénic 3 long en version 5 places et c'est vraiment génial, on charge le coffre sans problème, on peut faire des petits déménagements, c'est top, enfin un vrai monospace. Les sièges se manipulent très aisément, donc là c'est la petite tirette pour le dossier et là il y a la languette, il y a juste à tirer, on soulève et ensuite on a juste à déverrouiller ici les 2 crochets et on retire le siège très facilement. Donc ça c'est très pratique et en plus à l'arrière l'espace aux jambes, quand je l'avais essayé, donc, ça n'a pas changé lors de la présentation du véhicule, l'espace aux jambes à l'arrière est très loin d'être déconnant. Moi je tenais à l'arrière sans problème avec mon 1,80 m. J'avais de la place au niveau de la garde de toit, au niveau de la tête, sans problème parce que le pavillon est très haut, donc ça c'est très bien. Ici nous avons le bac parce qu'on est sur la version 7 places. Sachez que donc il existe à l'achat en 5 et 7 places, vous savez le savoir. Bon, petit conseil, il vaut mieux l'acheter en 7 places même si vous n'avez pas l'utilité des 7e places. Vous retirez les 2 sièges, vous les stockez dans un garage et à la revente ça sera plus facile. Spécificité de la version 7 places, équipée de vitres qui
peu s'entrebâiller. Ce n'est pas le cas de la version 5 places. Comme on est sur une version hybride, c'est comme la version GPL, il n'y a pas de roue de secours. Après, le coffre est tellement grand qu'en fait, on pourrait juste stocker une roue de secours dans le coffre en mode 5 places, une roue dans une housse, ça marcherait très bien et on aura encore largement de la place pour les bagages. Les feux à l'arrière, toujours un côté très Volvo, mais c'est vraiment pas désagréable à voir. Tout est en ampoule, il n'y a pas de LED, mais ça marche bien. Alors, autre spécificité de la version haut de gamme, c'est que pour ouvrir la trappe à carburant, il faut tirer cette petite mallette. Voilà, donc là on remplit le carburant ici. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir sa clé de contact pour l'ouvrir. Sur les versions plus entrée de gamme du Jogger ou comme le Duster, c'est un bouchon à clé. Donc la seule différence extérieure de la version hybride, c'est que c'est tout simplement mentionné ici à l'arrière, près du nom du véhicule, avec ce petit autocollant hybride. Au niveau des barres de toit, donc c'est le système génial de Dacia qui avait été présenté avec la Sandero, qu'on retrouve ici sur le Jogger, c'est le même système. Donc il y a ici une petite vis, on fait les quatre vis, enfin les 2 vis de chaque barre, on dévisse et la barre ensuite on la met de façon transversale et ça fait des barres de toit directement intégrées dans le véhicule. Donc ça c'est super malin et efficace. À l'avant de la voiture, la nouvelle signature de Dacia avec toujours cette signature lumineuse en Y au niveau des feux. Donc tout à l'heure je disais qu'il y avait eu la disparition de l'ensemble du chrome. Donc le chrome a vraiment disparu aussi bien des feux au niveau du Y, alors qu'on les avait bien jusque-là, aussi bien sur le Jogger, la Sandero. Mais aussi ici, il y avait cette petite baguette qui était chromée, et une partie de la calandre était chromée aussi, c'est ainsi que l'emblème. Donc l'emblème ici est quand même très imposant, donc il n'est pas juste blanc, je ne sais pas si on le verra bien, mais il y a des légers stries sur l'emblème. Ça rend assez bien. Et la calandre s'intègre bien et donne un aspect assez costaud à la marque. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent donner. Petit aparté sur le chrome, sur le forum World Scoop que je regarde assez régulièrement. Il y a le membre Redstone qui travaille dans le monde de l'automobile et qui a dit qu'en fait il y avait une nouvelle réglementation qui était entrée en vigueur notamment en Europe sur le chrome qui le rendait beaucoup plus contraignant et plus cher en fait parce que les anciens procédés pouvaient d'un point de vue environnement c'était pas incroyable et donc cette nouvelle réglementation vient d'entrer en vigueur. Et donc je trouve ça très intéressant que pile à ce moment-là, Dacia abandonne le chrome qu'ils avaient commencé à mettre un peu sur la calandre, à l'arrière et tout, pour être que sur ce plastique blanc. Donc évidemment, Dacia a voulu, donc c'était la nouvelle identité de la marque et tout, mais je trouve qu'ils l'ont fait, le fait qu'ils aient à abandonner le chrome parce que ça va leur coûter trop cher, ils l'ont fait super intelligemment. Avec cette nouvelle identité. Voilà, donc je trouve que on retrouve le côté un peu intelligent de Dacia, de savoir manier, de savoir faire des produits valorisants au juste prix en fait. Alors ici on a donc le cache radar qui sert pour donc il y a bien un radar pour les freinages d'urgence, par contre il n'y a pas de régulateur adaptatif malheureusement. Donc cette série limitée est livrée donc toujours avec les jantes noires, sachant qu'il était possible de prendre les mêmes jantes mais couleur classique, couleur aluminium. Alors allons voir ce capot moteur. Hop. Donc ici on a la tige. Donc le moteur hybride, on retrouve ici le bloc thermique, donc le 4 cylindres. Là, le gestionnaire de puissance électrique. Et en dessous, on va retrouver la boîte automatique à crabot. Donc les feux à l'avant sont les mêmes que la Sandero, donc avec la signature en Y maintenant caractéristique de Dacia. Les feux de croisement, donc les feux de tous les jours, sont à LED
Et donc ça procure cette lumière qui est quand même plus agréable que les feux halogènes lors de la conduite de nuit. Donc ça c'est vraiment un bon plus que Dacia ait fait l'effort de nous mettre de la LED pour ces feux. Le reste par contre c'est que de l'ampoule halogène, que ce soit à la fois pour le clignotant qui se trouve ici, que pour les feux de route qui se trouvent dans cet espace-là. Par contre, les feux de route, ils sont très agréables. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les photos, ils ne sont pas très limités juste sur la partie centrale, comme certains véhicules, notamment avec des feux LED, où ça peut être très délimité. Ils ont une tendance à bien arroser partout, sur les côtés, au-dessus, en dessous. Donc ils sont, à mon sens, très agréables lors de la conduite de nuit. Alors effectivement, quand on les allume, la couleur et la manière dont ils s'allument nous rappellent que ce sont des feux halogènes, mais je les trouve agréables et ils font très correctement leur job. Et on peut constater qu'il y a encore des feux anti-brouillard à l'avant. Ce véhicule-là, ça commence à devenir rare dans l'automobile aujourd'hui. Petite coquetterie de cette version haut de gamme, on est donc sur une antenne requin et non pas une antenne fouet type voiture télécommandée, donc ça, je trouve ça très bien. Si on parle rapidement de l'arrière, donc à l'arrière on a donc une banquette 1/3 2 tiers, mais avec 3 sièges bien dessinés. Donc ça c'est bien quand on a des enfants, ça permet de bien placer 3 sièges auto si nécessaire. Bon, l'isofix c'est que sur les places latérales, mais bon il y aura de la place pour en mettre un sur la place centrale si besoin. La troisième ceinture est au plafond, il faut la placer ici pour avoir la ceinture 3 points sur la place centrale. Dacia a quand même mis des petites attentions très bien pour les enfants, je pense notamment aux tablettes. Ça, on aime bien, surtout que ça a un peu disparu de la gamme Renault malheureusement, puisque sur l'Austral et le Nouvel Espace, il n'y en a pas. Concernant la modularité, là c'est très simple pour ce rang. On a ici la petite languette, on tire, ça s'abaisse. Et alors là où c'est plutôt bien fait, c'est que il n'y a pas d'autre manip à faire ensuite pour la soulever. En fait, le simple fait de baisser le dossier comme ça déverrouille le point d'ancrage inférieur. Il y a juste à soulever en fait. Renault Dacia a donc fait un système automatique où dès qu'on baisse le dossier, avec cette lanière ici, ça va aller déverrouiller les crochets. Donc il n'y a pas besoin de chercher une autre lanière qu'on ne connaîtrait pas ou je ne sais quoi. Pour verrouiller, on a juste à reposer comme ça et à reclaquer le dossier. Hop. Comme ceci. L'espace aux jambes est confortable même pour un adulte, notamment grâce à l'empattement allongé du jogger. Là, le siège avant est réglé pour ma taille, 1m88. Et à l'arrière, ça, je tiens parfaitement. Donc ça reste un véhicule très axé famille, donc ça c'est très bien. On peut vraiment transporter des personnes sans problème. Et la banquette arrière est surélevée par rapport au siège à l'avant, ce qui est encore plus confortable pour les enfants. Ça leur donne une vision vers l'avant. Alors l'habitacle de ce jogger, c'est la planche de bord de la Sandero, là, aucune nouveauté là-dessus. Donc on retrouve donc ici évidemment la vitre, cette planche de bord assez horizontale avec ce tissu là qui valorise vraiment très bien l'intérieur. C'est simple et efficace en fait. Enfin c'est du Dacia, mais dans le bon sens du terme. Hein. Quand je dis c'est du Dacia, c'est vraiment dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de frioriture, il y a le strict nécessaire en termes de commande. C'est très simple à utiliser et ça se retrouve absolument pour toutes les commandes, que ce soit à la fois pour le régulateur limiteur, là c'est très simple. Pour tout ce qui est climatisation, ici, hop. Voilà sont les commandes classiques. Enfin qu'on retrouve sur d'autres véhicules de la gamme, mais qui sont super simples à utiliser, donc ça c'est rien à dire. Il y a les sièges chauffants disponibles en option sur la version la plus haut de gamme, c'est le petit confort. Le Medianav, donc dans sa dernière évolution, arrivé depuis la dernière Sandero, donc avec un écran un peu plus grand. Derrière, le logiciel a surtout reçu une refonte du design et du graphisme, mais derrière on retrouve vraiment exactement la même chose qu'avant, que ce soit en termes
de menus. Que ce soit en termes de hiérarchie des menus, que en termes de prestations, donc la navigation. C'est une navigation très, très classique avec l'infotrafic gratuit TMC qui est dépassé aujourd'hui, on va le dire. Par contre, derrière, il y a la possibilité d'avoir Android Auto très facilement en se branchant ici. Donc, il y a juste une petite nouveauté, une petite news là, que j'ai eue très récemment. Donc au lancement de la Sandero, il y avait la possibilité d'avoir la réplication smartphone via Wi-Fi. Cette fonction avait disparu en septembre 2022 à cause de la crise des composants électroniques. Mais bonne nouvelle, Renault Dacia Dacia a annoncé que la fonction revenait sur les nouvelles productions qui commencent à être produites là, mars-avril. Donc ce n'était que temporaire, c'était vraiment pas une économie, c'était vraiment juste la puce qui manquait. Donc pour les nouveaux propriétaires, ils pourront de nouveau bénéficier de la réplication via le Wi-Fi. Donc ce qui est quand même très pratique. Ici on a toujours la pince pour mettre son téléphone avec la prise ici pour le recharger, donc ça c'est très bien. Il y a une deuxième prise ici qui sert que à la recharge. Là, c'est une prise data. Là, c'est une prise recharge. Le levier de vitesse boîte automatique de la version hybride. PRND. Et comme c'est une version hybride, il y a le B de break qui permet donc de conduire pratiquement que avec l'accélérateur. Dès qu'on le relâche, ça freine beaucoup plus fort pour recharger la batterie. Ça marche très bien et ça donne vraiment une conduite très douce, très linéaire. Que j'apprécie vraiment. Donc déjà on économise énormément sur l'usage des freins, mais en plus je trouve que ça incite à une conduite plutôt zen. Frein à main automatique qui est obligatoire avec en fait l'hybride quand on prend l'hybride. Et ici un petit rangement. Donc spécificité de cette version hybride, c'est donc le compteur 7 pouces qu'on connaît déjà chez Renault. C'est le seul véhicule de la gamme Dacia à en bénéficier puisque l'ensemble des autres véhicules ont les compteurs à aiguille avec le petit écran monochrome au centre. Alors si vous avez déjà vu ma vidéo sur le compteur 7 pouces de Renault, là, qui est Clio, Captur, Arcana, Mégane, il y a quelques spécificités sur ce compteur. Il est plus simple en fait que la version Renault, notamment au niveau du widget, le widget ici, donc on a des informations sur l'hybride, sur savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le moteur qui recharge la batterie, ou alors est-ce que c'est la batterie qui entraîne les roues, ainsi de suite. On a la consommation, donc 4 je vais en parler juste après. La feuille, et alors là aussi autre spécificité de la version hybride, et c'est le seul véhicule de la gamme Dacia à avoir ça, c'est qu'on a la pression des pneumatiques des quatre roues, vraiment, donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle du TPMS direct, donc pression pneumatique avec un capteur de pression dans chaque roue, donc quand on roule, il y a marqué 2 barres 5 par exemple sur tel pneu, et quand il y a une crevaison, ça nous indique quel pneu précis est crevé. Donc ça c'est une très très bonne surprise sur cette version hybride. C'est une fonction que je trouve très bien et qui est plus fiable que ce qu'on appelle le TPMS indirect, où c'est juste le calculateur USP qui, par rapport à une différence de rotation des roues, va estimer qu'une roue est dégonflée, mais sans plus de précision. Là on a vraiment la pression, donc ça c'est une très bonne chose. Le kilométrage, donc j'ai fait pour le moment 128 km avec, j'espère en faire un peu plus. Et la consommation. Et voilà, et en fait il n'y a pas, par rapport à un compteur de Renault, où sur le compteur Renault on va pouvoir afficher par exemple la source audio dans ce petit widget. On va aussi pouvoir afficher les changements de direction du GPS, donc avec la petite flèche et la distance. Ça c'est pas possible dans la version Dacia. C'est un peu dommage, mais voilà, il faut juste savoir. Ce sont les petites différences que j'ai notées par rapport à la version Renault. Il y a toujours les petits trucs sympas quand on met le clignotant,
ça clignote. Alors juste, ça clignote pas au bon endroit sur le dessin, puisque le clignotant sur les joggers, c'est en haut de la crosse rouge et non pas dans la partie blanche étant les feux de recul. Et on a le rappel de la boîte PRNDB, puisque à côté de la boîte, là, il n'y a rien qui s'affiche, donc il faut regarder au compteur. Donc j'ai roulé, j'ai déjà fait 100 km 125, on voit, et il considère que j'ai encore une autonomie de 810 km. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Puisque donc cette version hybride, on est donc sur le même moteur, c'est ce que Renault appelle le E-Tech Small par rapport au E-Tech Medium. Le E-Tech Medium, c'est celui de l'Austral et du Nouvel Espace, donc avec le 200 chevaux, c'est le gros hybride. Et le Small, c'est celui-ci, inauguré sur la Clio, qu'on retrouve sur Capture, Arcana et qu'on trouvait aussi sur la Mégane. Donc c'est un moteur 1,6 litre atmosphérique 4 cylindres qui est accouplé à une boîte Crabo. Donc c'est boîte Crabo 4 rapports pour le moteur essence et 2 rapports pour le moteur électrique principal. Donc le moteur fait 60 ou 70 chevaux de mémoire, le moteur essence. Et ensuite, les différents moteurs électriques qui viennent se rajouter, on arrive donc à un total de 140 chevaux, ce qui en fait la version la plus puissante du Jogger, puisque jusque-là, ça culminait à 110 chevaux avec le 3 cylindres essence. Donc tout ça est accouplé à une batterie de 1 kWh à peu près, et ça permet ensuite, le système à gérer quand on décélère, ça recharge la batterie. Tous les démarrages se font forcément en électrique. Il n'y a pas de première, c'est une spécificité de la boîte Crabo, comme il n'y a pas d'embrayage, c'est forcément le moteur électrique qui va lancer le véhicule. Marche arrière forcément en électrique aussi. Et donc il y a 4 rapports pour le moteur essence, mais comme en fait le premier rapport n'est pas nécessaire puisque c'est toujours le moteur électrique qui lance, on peut considérer qu'on a une boîte 5 rapports en fait. Mais bon, en fait, il y a tellement de combinaisons, je ne me souviens plus combien de combinaisons Renault indique possibles sur cette boîte. Soit c'est le moteur qui recharge que la batterie, soit le moteur recharge la batterie et entraîne les roues, ou alors il y a le moteur essence et le moteur électrique qui font tourner les roues. Enfin bon, voilà, tout ça combiné, ça fait beaucoup de combinaisons différentes. Mais c'est pas grave pour l'utilisateur, puisque l'utilisateur, le conducteur, il a juste à mettre drive ou B et à accélérer et à rouler. C'est une boîte automatique classique, très douce. Et ça, je pense que c'est le point principal en termes que je retiens du véhicule, c'est que c'est très doux à utiliser, notamment les démarrages électriques. Ça fait que même dans les embouteillages, c'est un véhicule qui est très zen à conduire, tout en gardant une consommation très correcte. Puisque là, donc je suis à 4,4 litres. Faut savoir que j'ai récupéré la voiture à Boulogne, c'était jeudi soir. J'ai été à Saint-Denis le soir, sorti de bureau, j'ai mis je crois 1h30, ça a été atroce. J'ai fait vraiment que des embouteillages pour faire 20-25 bornes à peu près, mais vraiment que des embouteillages, départ arrêté, c'est normalement la pire situation pour un moteur thermique. Et je suis arrivé à Saint-Denis avec une consommation de 4,3 litres. Donc là, c'est là où on voit vraiment toute la force de ce véhicule et de cette version hybride. Je ne sais pas si on peut voir des informations là. Voilà, donc là sur 128 km, il considère que j'ai fait 79 km en électrique. Renault annonce 80% d'usage électrique en ville. Ça, je suis vraiment prêt à le croire par rapport à l'expérience que j'en ai eue et à cette consommation extrêmement basse de 4,3 litres. Et ensuite, le soir, bon, il n'y a plus aucun embouteillage. J'ai fait quoi, 80-90 bornes entre Saint-Denis et les Yvelines, en respectant les limitations de vitesse. Donc ça a oscillé à 110, entre 110 et 90, suivant les endroits, 86, la 13 et compagnie. Et voilà, j'arrive à 4,4 litres, donc c'est une consommation qui est très bien. Par contre, je ne l'ai pas encore essayé sur l'autoroute à 130 km/h. Là, par contre, je me fais
par rapport aux différents sons de cloche que j'ai constatés. On sera clairement plus autour de 6 litres sur l'autoroute. Mais par rapport à la taille du bestiau, à pouvoir transporter 5-7 personnes, alors évidemment la consommation sera plus élevée. Là j'ai fait tous ces trajets en étant seul à bord. Ça reste quelque chose qui peut être très pertinent pour certaines familles. La petite critique qu'on pourrait avoir, c'est l'insonorisation. Le bloc moteur n'est pas très bien insonorisé par rapport à l'habitacle. Et en fait, on s'en rend encore plus compte sur cette version hybride, puisque on a des démarrages en électrique où c'est hyper calme, c'est tout doux et tout. Et d'un seul coup, le bloc moteur, le bloc thermique va se mettre en route, et là, forcément, on va beaucoup plus l'entendre et le remarquer, en fait. Et comme il y a des phases où il s'éteint, il s'allume, en fait, on le remarque plus que si c'était le moteur thermique était allumé en continu, puisqu'on finirait par s'habituer à son bruit. Donc là, par exemple, voilà, je démarre, et ben, je suis en électrique. Donc on voit le EV qui est marqué sur le cluster. Voilà, donc en termes d'équipement, le strict nécessaire, mais suffisamment pour avoir le confort un peu moderne. Et ça passe par le frein à main électrique, une climatisation automatique, la carte main libre. Et ça, une fois qu'on y a goûté, c'est extrêmement dur de s'en passer. Ah, voilà, donc là le moteur s'est mis en route pour un peu recharger la batterie. Donc là on a le niveau de batterie, et en fait lors des trajets on voit qu'il oscille, il monte, il descend suivant les charges et décharges et l'usage de la batterie. En termes d'ADAS, là aussi il y a le strict minimum, il y a le freinage actif, donc avec le radar que je vous ai montré devant. Il y a les angles morts, ça c'est quand même assez bien. Et en aide parking, on va avoir la caméra de recul. Bon là, pour le coup, c'est vraiment indispensable pour les 4,60 m pour pouvoir le garer et avoir une bonne vision. Bon, par contre, la qualité de la caméra est franchement moyenne, mais bon, voilà. Elle a le mérite d'exister avec les radars à l'avant, à l'arrière du véhicule. Pour moi, les deux équipements qui manquent, alors l'un, c'est parce que je fais beaucoup d'autoroutes et des longs trajets, donc un régulateur adaptatif, ça serait vraiment top, surtout vu la vocation familiale du véhicule, donc c'est-à-dire on est plus sur un véhicule pour partir, pour voyager avec toute la famille, donc possiblement sur de longues distances. Donc là, c'est vrai que ça serait un gros plus. Et l'autre, c'est que moi personnellement, je conduis beaucoup de nuit, et un rétroviseur électrochrome, ça serait vraiment top. Alors, si on est un peu bricoleur, je pense que ça doit pouvoir s'installer relativement facilement. On est sur des éléments très classiques de la gamme Renault. Je pense qu'on doit pouvoir trouver un rétro compatible et aller chercher une petite alimentation, notamment au niveau du plafonnier pour l'alimenter. C'est juste l'alimentation 12 volts alimentée, c'est tout. Il n'y a pas réellement d'électronique, ça se fait bien. J'ai réussi à le faire sur une Xantia, donc sur un jogger, on doit y arriver. Petit focus sur les sièges, donc ils ont un maintien latéral qui est correct quand même. C'est quand même un peu marqué ici, donc ça c'est bien. Seul le siège conducteur peut se régler en hauteur, pas le siège passager. On peut quand même trouver une position de conduite confortable et avec une position légèrement surélevée due à la garde au sol du véhicule.